Placé entre 4 continents, l'océan Atlantique est l'un des plus grands domaines nautiques sur Terre. Il a servi de conduit pour des explorateurs célèbres et de laboratoire pour des projets d'infrastructures révolutionnaires. De plus, au-delà des attributs physiques, l'Atlantique symbolise le lien entre les Américains et les Européens à travers des institutions comme l'OTAN. Dans l'ensemble, l'Atlantique a joué un rôle exceptionnel dans la formation du monde moderne à travers l'exploration, le commerce, la colonisation et l'échange culturel. Son influence continue de se faire sentir dans divers aspects des sociétés mondiales contemporaines, souvent qualifiées d'atlantisme ou de libéralisme occidental. Tout comme le monde classique a été construit autour de la Méditerranée, le monde moderne a été construit autour de l'Atlantique. Cependant, les temps changent, le Pacifique renverse la vapeur, et avec ce changement de distribution du pouvoir vient le privilège de redessiner la carte du monde comme on le souhaite. Ce réarrangement affecte les communautés du monde entier. Sous les océans se trouvent des câbles sous-marins qui assurent un trafic internet sans interruption à travers le monde. Maintenant, revenons à cette histoire fascinante, et tout commence ici. C'est l'Atlantique, mesuré à environ 85 millions de kilomètres carrés. Il borde l'océan Arctique glacial au nord, le Pacifique au sud-ouest, et l'océan Indien au sud-est. Dans l'ensemble, l'Atlantique compte plus d'une douzaine de subdivisions, dont la mer du Nord, la mer Baltique, la mer Méditerranée, la mer du Labrador, la mer des Sargasses, la mer des Caraïbes, et ainsi de suite. Certaines de ces étendues d'eau sont séparées par des terres, d'autres par des courants de surface en circulation. L'Atlantique se trouve à la jonction de plusieurs plaques tectoniques. En raison de l'activité sismique, l'océan s'agrandit chaque année, éloignant l'Europe et l'Afrique de l'Amérique du Nord et du Sud de quelques centimètres par an. L'Atlantique est donc en mouvement constant, à la fois en surface et en dessous. La mer elle-même est traversée par plusieurs courants froids et chauds qui influencent les climats des continents environnants. Le plus notable est le Gulf Stream, un courant océanique chaud qui commence dans les détroits de Floride avant de parcourir plus de 6000 km pour atteindre les côtes européennes. Il fournit au continent un climat tempéré, rendant l'Europe plus habitable que d'autres endroits. Cependant, le changement climatique menace de nombreux courants marins. Si le pire se produit, le Gulf Stream pourrait changer de cap et finir ailleurs. Dans tous les cas, ces courants chauds contribuent à la riche biodiversité de l'océan, soutenant un large éventail de vie marine, y compris environ 1100 espèces de poissons. Cette biodiversité est devenue une source distincte de protéines pour de nombreux pays. Ici et maintenant, l'océan Atlantique se classe comme la deuxième plus grande zone de pêche du monde, représentant un quart de l'activité de pêche mondiale, bien qu'il soit encore loin derrière le Pacifique, qui représente plus de la moitié du total mondial. Malheureusement, l'augmentation de la pêche et de la consommation a entraîné le déclin de certaines espèces, y compris la morue, le saumon et le colin. De plus, la surpêche est exacerbée par la pollution extensive de l'Atlantique due aux déchets plastiques. Depuis des décennies, les déchets et autres débris s'accumulent dans certaines parties de l'océan. Une grande partie de ces déchets repose le long du littoral méditerranéen. De plus, il existe deux énormes tourbillons de déchets, l'un situé entre la côte américaine et l'Afrique de l'Ouest, et l'autre entre l'Afrique du Sud et les côtes du Brésil. Des efforts sont déployés pour nettoyer et réduire la croissance de ces tourbillons de déchets, mais l'échelle et la nature des courants rendent donc la tâche difficile. Pendant ce temps, d'un point de vue historique, l'Atlantique est imprégné de découvertes. Des générations d'explorateurs ont exploré ces recoins, à commencer par les Vikings au Xe siècle. Éric le Rouge avait fondé la première colonie au Groenland et l'a utilisée comme tremplin pour naviguer à travers l'Atlantique Nord. Après une décennie d'exploration, Éric a fait une découverte historique qui deviendrait finalement l'Amérique du Nord.
Son équipage a parcouru la côte du Labrador et a établi une colonie à Meadows Cove, qui fait maintenant partie de l'actuelle Terre-Neuve, Canada. On pense que les Vikings ont continué plus au sud, en suivant le fleuve Saint-Laurent, et en suivant le littoral, jusqu'à atteindre des zones qui font maintenant partie du nord-est des États-Unis. Cependant, c'est là que l'exploration viking s'est arrêtée. Le climat avait commencé à se dégrader au XIIIe siècle, et jusqu'à ce point, il y avait une forte résistance de la population autochtone. L'exploration de l'Atlantique a repris de la vigueur à la fin du XVe siècle. 3 nouvelles inventions révolutionnaires ont changé la façon dont l'humanité naviguait sur les mers. La caravelle, la boussole et les cartes portulant. Ces innovations ont donné aux marins européens les outils, la confiance et l'opportunité de quitter leur patrie et d'entreprendre des voyages ambitieux vers l'inconnu. La plupart de ces voyages étaient parrainés par les 2 grands royaumes navals de l'époque, l'Espagne et le Portugal. Les Espagnols sont arrivés en premier. Dirigé par Christophe Colomb, l'Espagne a touché terre dans les Caraïbes en 1492, ce qui a ouvert la porte à la colonisation de l'Amérique centrale et du Nord. Cependant, le Portugal s'est resté actif. Quelques années plus tard, au nom des Portugais, Pedro Álvares Cabral est arrivé au Brésil puis a continué vers l'Afrique, où il a établi des avant-postes le long des côtes. En utilisant ces positions, le Portugal a conçu une nouvelle route qui naviguait autour du cap de Bonne-Espérance pour atteindre l'Asie du Sud et de l'Est. Une fois que les Européens ont pu sortir et entrer dans l'Atlantique, des communautés auparavant isolées ont été intégrées dans des systèmes politiques, économiques et militaires interconnectés. C'était une étape majeure vers la communication et le commerce mondialisé. Cependant, dès que ces découvertes ont été faites, l'Espagne et le Portugal ont cherché à monopoliser leurs gains en signant le traité de Tordesillas en 1494. Essentiellement, une énorme ligne verticale a été tracée à travers tout l'océan Atlantique et divisée entre les 2 royaumes ibériques. Tout ce qui était à l'ouest de la ligne appartenait à l'Espagne, et tout ce qui était à l'est était pour le Portugal. Cela semblait être un bon plan à l'époque, mais le problème avec les lignes sur une carte, c'est qu'elles sont sans conséquence tant qu'il n'y a pas de véritable moyen de les faire respecter. La France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont rejeté l'accord espagnol-portugais et ont commencé leur propre voyage à travers l'Atlantique. Cette période est communément appelée l'âge des découvertes. Elle s'est terminée avec pratiquement toutes les Amériques colonisées par les puissances européennes dans les siècles suivants. La force motrice derrière cette expansion compliquée et coûteuse était simple, une faim insatiable pour des revenus durs. Après tout, l'argent était nécessaire pour soutenir les énormes armées permanentes en Europe, qu'ils avaient maintenues depuis la fin du Moyen-Âge. Des courses aux armements coûteuses ont suivi, et les nations européennes se sont battues pour le droit de piller et de coloniser. Mais le Nouveau Monde avait beaucoup à partager. Le Portugal et l'Espagne se sont concentrés sur la colonisation des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Ils ont exploité les rivalités au sein des espaces de bataille locaux pour servir leurs propres besoins. L'Espagne a profité d'une série de guerres civiles au sein des empires incas et aztèques et a renversé les hégémons autochtones. Le Portugal a employé des alliés locaux pour mener les combats réels, puis s'en est débarrassé plus tard. Progressivement, le contrôle espagnol et portugais s'est étendu sur le continent, et une nouvelle élite, d'ascendance à la fois européenne et américaine, a commencé à se former. Pendant ce temps, les Britanniques et les Français se concentraient sur la capture de l'Amérique du Nord. Ici dans le Nord, la situation était différente. Au lieu de royaumes centralisés, des patchworks de coalitions lâches et de tribus régnaient sur le territoire. Au moment où les Britanniques et les Français ont pris contact, ces coalitions autochtones lâches n'avaient aucune autorité coercitive. Il n'y avait pas de dirigeants puissants qui pouvaient négocier ou accepter la défaite au nom de leur nation. Ainsi, alors que les colonies britanniques et françaises s'étendaient régulièrement, les tribus autochtones n'avaient d'autre choix que de se replier vers l'intérieur. Ainsi, plutôt qu'une mort rapide, la population autochtone en Amérique du Nord a subi une disparition lente et douloureuse. Dans tous les cas, en Amérique du Sud comme en Amérique du Nord,
la période de colonisation a connu l'un des taux de violence les plus élevés de la planète. Au XVIe siècle, les puissances européennes s'affrontaient dans de féroces batailles navales pour la suprématie du commerce maritime et la conquête de nouveaux territoires. En même temps, l'Atlantique s'est progressivement transformé en un important centre commercial pour le commerce des matières premières, des produits manufacturés, et oui, de l'esclavage. Il y avait donc beaucoup à piller et à voler. Mais l'interaction entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde était plus que physique. Cela comprenait l'échange d'idées et de cultures. En particulier, l'échange colombien était une période d'échange biologique et culturel entre les Amériques et l'Europe. De nouveaux aliments comme le maïs, les pommes de terre et le tabac ont été introduits en Europe, tandis que le blé, le café et la canne à sucre ont gagné l'accès aux Amériques. Cet échange a eu un impact profond sur l'agriculture mondiale, les régimes alimentaires et les économies. De plus, la traite transatlantique des esclaves s'est développée. Des millions d'Africains ont été transportés de force vers les Amériques en tant qu'esclaves. Ce commerce brutal a eu un effet durable sur la démographie, les cultures et les sociétés des Amériques, en particulier aux États-Unis et au Brésil. Dans l'ensemble, la transaction triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques a contribué de manière significative à la croissance du commerce mondial et a jeté les bases des réseaux commerciaux internationaux modernes. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'océan Atlantique était l'une des principales voies de prospérité européenne. La circulation de la richesse a permis aux Européens de financer, construire et développer leurs colonies en Amérique, en Afrique et en Asie. Garder ces colonies bien organisées et fonctionnant sans arrêt a imposé au gouvernement européen centralisé des responsabilités toujours croissantes. En conséquence, de nouveaux systèmes juridiques ont été établis, de nouvelles langues se sont fusionnées et de nouvelles cultures se sont développées au fil du temps. Certaines des colonies des Amériques ont développé des identités distinctement différentes et cette expérience communautaire aurait des conséquences de grande portée pour le monde moderne, remodelant la géopolitique jusqu'à ce jour. Environ à la même époque, en 1823, les États-Unis ont déclaré la doctrine de Monroe, qui revendiquait l'hémisphère occidental comme faisant partie de son arrière-cour. À partir de ce moment, la dynamique de pouvoir entre les deux moitiés de l'Atlantique a changé. La diplomatie de canonnière américaine a tenu les Européens à l'écart de lieux comme Cuba, Haïti, Panama, la Jamaïque et la République dominicaine. En conséquence, l'influence européenne a régulièrement diminué en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. À partir de cela, l'Europe a tourné son regard vers l'Afrique. Au XIXe siècle, les innovations en matière de transport et d'armement ont rendu possible l'exploration profonde de l'Afrique et la conquête du continent de l'abondance, une période connue sous le nom de partage de l'Afrique. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Belgique ont rapidement établi leur contrôle sur diverses parties de l'Afrique. Dans l'ensemble, ils étaient motivés par des intérêts économiques, le prestige national et des avantages stratégiques. Cependant, l'Afrique a profondément changé. Son écosystème socio-politique ne serait plus jamais le même, de même que de nouvelles innovations dans le transport maritime ont accéléré le commerce transatlantique avec l'invention des bateaux à vapeur. On pouvait voyager de Londres à New York en seulement 15 jours, et beaucoup l'ont fait. Des millions d'Européens ont migré vers les Amériques, avec un accent particulier sur les États-Unis. La fusion des sociétés a favorisé de nouvelles cultures, langues et idées. Une tapisserie de communautés diverses s'est développée dans les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Et cet échange aurait un impact durable sur l'art, la musique, la littérature et la cuisine. La population des États-Unis a bondi, dépassant même celle des pays européens. Entre-temps, pour faire face au mouvement massif de personnes et de marchandises, les ports de Rotterdam, Anvers, Hambourg, Felixstowe, New York, Miami, San Juan ont tous connu une croissance spectaculaire. Pendant ce temps, l'augmentation de la capacité de transport et de fret a conduit à encore plus de voies commerciales, plus que jamais auparavant. Le commerce mondial s'est intensifié, à tel point que de nouveaux canaux ont été construits pour accélérer le flux de marchandises.
En Méditerranée, le canal de Suez a supprimé le long voyage autour du cap de Bonne-Espérance, tandis que le canal de Panama a rendu obsolète le passage autour du cap Horn. En utilisant ces deux canaux, l'Atlantique Nord était désormais directement lié à l'océan Indien et à l'océan Pacifique. Plus tard encore, au début du XXe siècle, l'invention de l'avion a permis les vols transatlantiques. Voyager d'un bout à l'autre de l'océan est devenu plus rapide et plus abordable. Charles Lindbergh a été le premier à effectuer un vol transatlantique en solo sans escale en 1927. Il lui a fallu environ 33 heures et 30 minutes pour voler de New York à Paris. À l'époque, les navires de guerre mettaient environ 2 semaines pour effectuer le voyage, donc le vol de Lindbergh a changé la donne. Lentement, mais sûrement, les routes aériennes ont remplacé les routes maritimes, ce qui a encore stimulé les échanges culturels et commerciaux entre les deux côtés de l'océan. Le voyage en avion est devenu si courant que l'Amérique du Nord et l'Europe ont développé une parenté spéciale appelée atlantisme. Les liens économiques, diplomatiques, culturels et de sécurité ont été synchronisés. Une continuité territoriale non dite s'est développée entre l'Europe et l'Amérique du Nord, centrée sur les concepts occidentaux libéraux. Et le contrôle américain sur toute la zone géographique de l'Atlantique a transformé les puissances occidentales en hégémons mondiaux. La géopolitique des deux continents s'est fusionnée. Ce qui s'est passé en Europe a affecté le bien-être des États-Unis et vice-versa. Non pas une fois, mais 2 fois, les bottes américaines ont débarqué en Europe pour se battre pour leurs intérêts et ceux de leurs alliés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la moitié nord de l'océan Atlantique est devenue un champ de bataille qui déciderait du nouvel ordre mondial. Les Allemands utilisaient des sous-marins et des destroyers pour contrôler le flux d'armes, de soldats et de provisions de l'Amérique vers l'Europe. Même après la cessation des hostilités, la lutte pour la suprématie de l'Atlantique a abouti à la création d'alliances institutionnelles et de structures comme les Nations Unies, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé et bien d'autres encore. Ces institutions ont été conçues avec des régulations légales au cœur, dans le but de promouvoir la stabilité, la prospérité et la sécurité. Cela n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire du monde, et jouer selon les règles n'était pas toujours facile ni pratique. Néanmoins, la formation de ces institutions atlantiques a jeté les bases de ce qui est maintenant connu sous le nom de droit international, un ensemble d'accords et de règles universelles qui supervisent les interactions entre les pays. Après la conclusion de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique est apparue comme le nouvel ennemi du bloc occidental libéral. Ainsi, les nations adjacentes à l'Atlantique Nord ont formé un pacte militaire pour surveiller et contrôler la portée de l'Union soviétique. En 1949, ce pacte a pris le nom de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN en abrégé. Leur mission était de mettre en place un appareil de défense collective contre la menace posée par les soviétiques. L'OTAN s'est avérée indispensable pendant la guerre froide. De nouvelles bases de sous-marins et de bases aériennes ont été établies au Danemark, en Allemagne, en Italie et en Turquie pour détecter le mouvement de l'armement soviétique dans l'Atlantique Nord, la Méditerranée et la mer Baltique. Les efforts collectifs de l'OTAN ont permis de maintenir l'Union soviétique sous contrôle. Finalement, cependant, en 1989, l'Union soviétique a commencé à s'effondrer de l'intérieur. L'OTAN, en tant qu'organisation parallèle, a perdu son sens. Les budgets de défense ont chuté, et une longue paix a suivi en Europe. De nombreux anciens pays communistes d'Europe centrale et orientale ont changé de camp et ont rejoint l'OTAN. Il peut falloir des décennies aux nations pour prendre conscience des nouvelles réalités géopolitiques sur le terrain. Pour l'Europe, cet appel est arrivé en 2014 lorsque la Russie a envahi la région de la Crimée en Ukraine. Progressivement, l'OTAN a retrouvé son importance perdue, sa raison d'être principale. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et l'OTAN compte maintenant 32 États membres. La Finlande a rejoint aussi récemment qu'en 2023, et la Suède a rejoint en 2024. Simultanément, à travers le fond de l'océan, il y a des câbles sous-marins,
qui transportent des données entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ces câbles sous-marins ont été posés pour la première fois au XXe siècle et ont depuis élargi leur portée. En bref, ces câbles sont essentiels à la continuité territoriale entre l'Europe et l'Amérique du Nord et à l'atlantisme libéral contemporain. Dans l'ensemble, cependant, l'Atlantique a régulièrement perdu du terrain face à un autre océan, encore plus grand, le Pacifique. Le commerce atlantique est à la traîne par rapport au Pacifique. Le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, la Chine et d'autres ont revendiqué leur part de marché en faveur de l'Asie. En conséquence, la répartition du poids politique, économique et diplomatique s'est de plus en plus déplacée en faveur du Pacifique et devrait se poursuivre dans un avenir prévisible. La Chine est perçue comme la nouvelle menace du XXIe siècle pour le bloc occidental. La mer de Chine méridionale, en particulier, est un lieu de conflits et de disputes intenses. Les Américains cherchent à renforcer leur emprise dans les régions voisines dans une doctrine stratégique appelée le pivot vers l'Asie. Cependant, ce pivot pourrait se faire au détriment de l'océan Atlantique, qui est en train de perdre son rôle de centre de la politique mondiale. Alors que les événements se déroulent et que le Pacifique mûrit, c'est aussi clair que l'horizon en mer. L'ancien monde est en train de mourir et le nouveau monde lutte pour naître. Alors, c'est maintenant le moment pour les Léviathans. J'ai été votre hôte Shervan de Caspian Records. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyez sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo.